Bienvenue sur Capture Mag, je suis Julien Dupuis, je vous accueille une fois de plus à l'exposition Tech Noir, l'art de James Cameron qui a lieu à la Cinémathèque pour encore un mois environ. Donc courez-y si vous n'avez pas encore eu l'occasion de venir visiter cette exposition unique qui est une exclusivité française qui va voyager plus tard dans tout le tour du monde. Je suis ici pour animer un dialogue avec deux formidables cinéastes. Je vais commencer par la gauche, tiens, et Yann Kounen. Tu as fait une entrée fracassante en fait dans le cinéma français avec Doberman, mais j'avais envie de citer Igor Stravinsky et Coco Chanel parce que c'est un film que j'aime beaucoup et qu'on cite rarement en fait quand on parle de ton cinéma. Tu es le réalisateur de 99 francs aussi, de Mon cousin dernièrement. Est-ce qu'on peut dire le film sur lequel tu travailles? Tu communiques beaucoup sur les réseaux, donc tu fais une nouvelle adaptation de L'homme qui rétrécit, cette fois avec Jean Dujardin. Et on a très hâte de voir ça. Et à ta gauche, donc à ma droite, face à moi, Jérémy Perrin. Tu es le réalisateur juste de Mars Express, donc c'est plus court. Voilà. Mais tu es déjà en développement du prochain. C'est dont le titre est pour l'instant 2700. 2700, d'accord. Donc un film encore de SF? Pas du tout. Ah, pas du tout? Non, mais il y a des chiffres quand même. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est un titre qui m'a induit en erreur. Ouais. Donc c'est pas un bon titre. Non, c'est bien réfléchi, peut-être qu'il faudra le changer. Oui, c'est provisoire, enfin on verra. Donc merci à tous les deux, merci d'être venus et d'avoir accepté de discuter avec nous. Je voudrais juste avoir votre réaction en fait face à l'exposition, surtout toi Yann qui viens de la découvrir. D'abord, c'est bien de m'avoir appelé pour faire ce voyage, cet entretien, mais je t'avoue que d'un coup, je m'étais rendu compte que j'avais pas vu l'expo. Oui, c'était la bonne occasion de la découvrir seule. Bien sûr, ouais. Et je viens de le faire. La première chose, c'est que je n'imaginais pas qu'il avait une telle production graphique, Jim Cameron, et qu'il y ait une telle cohérence depuis son enfance, les premiers dessins. Jusqu'à, on va dire, Avatar, hein, puisqu'il a commencé à développer des univers. On voit ses obsessions et on voit voilà, c'est très beau de voir ça parce que c'est de l'enfance. Par le dessin, c'est le monde de l'imaginaire et on voit comment se structure l'imaginaire et à côté de ça, on voit sa passion pour la technologie aussi déjà dès son enfance, à la fois dans la science-fiction, mais cette technologie qui va aussi lui développer pour fabriquer ses films. Donc c'est très beau de voir ce chemin d'un artiste cinéaste. Ça t'a parlé, tu t'es retrouvé par exemple dans certaines choses en fait de l'exposition? J'étais surpris quand même par le travail comme moi je dessine aussi. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ici, je pense, et ce travail graphique par la quantité et la précision, c'est-à-dire qu'il a vraiment commencé. Je savais pas qu'il avait fait les matte paintings de New York 1997. D'accord. Je pense que je l'ai lu quand j'avais 20 ans dans les magazines de cinéma. Et voilà, et de voir son chemin. Alors, comme il n'a ça. pas tout peint, je crois. Hein. C'était en partiel des photomontages, etc. Mais il y a de la peinture de toute façon. Et je savais qu'il était dans les effets visuels, mais le fait qu'il ait fait ce chemin comme ça, où on le voit rentrer à faire des affiches pour des films d'autres réalisateurs, puis après de développer son univers, d'arrêter le dessin et d'avoir du coup du concept design d'autres dessinateurs, parce qu'il avait peut-être sans doute plus le temps et puis il pouvait engager d'autres personnes pour dessiner. Mais d'y revenir quand il a fallu trouver pour lui dans certains films, il n'y a que lui qui pouvait dans Avatar, donc revenir trouver le lien par le dessin. Donc c'est ce chemin que je trouve très beau et je suis assez impressionné en fait. Le reste c'est dans le cinéma, je suis impressionné mais je connaissais. Là je suis impressionné par la partie. Et toi Jérémy? Moi je savais qu'il dessinait. Comme je pense pas mal de monde, je savais que le dessin dans Titanic de Rose, c'est lui qui l'avait dessiné, et voilà, c'était son propre dessin, tout ça. Mais c'est vrai que je connaissais assez peu les originaux, les images, on les voyait, je pense, pas tant que ça, même dans les magazines, tout. Et donc j'étais content de venir voir ça, et je m'attendais pas non plus à ce qu'il y en ait autant. Je pensais vraiment que pour le dire vite, c'était plus un dessinateur du dimanche, quoi. Mais en fait, pas du tout. Il y a vraiment une production importante et moi, c'est un truc effectivement le premier truc qui m'a marqué et qui m'a vraiment fait plaisir, c'est à titre vraiment personnel, c'est que ça commence par les dessins d'enfance, c'est une des parties que j'aime le plus dans l'expo. Et il y a le 7e voyage de Sinbad, ou du moins quelque chose qui en est tiré. Et
c'est marrant parce que c'est bien le 7e voyage de Sinbad. Ouais, c'est l'île mystérieuse et le 7e voyage de Sinbad surtout. Et c'est un film que j'ai vu très jeune et qui est un des premiers films qui m'a vraiment marqué. Et donc à titre personnel, j'étais là, ah ouais, bah, c'est mon frère en fait. Enfin, il y a un truc tout bête comme ça qui est sorti. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, comme je crois le premier contact que j'ai eu avec James Cameron, c'était Terminator. Je pense que c'est le cas de pas mal de gens de ma génération et d'avant. Et j'avais pas le droit de le voir parce qu'il était trop violent. Mais comme j'étais fan du 7e voyage de Sinbad et que, bon, mon père aussi, etc., lui avait vu le film et il nous a dit, bon, attendez, vous pouvez pas le voir, mais je vais quand même vous montrer la fin avec le squelette. Spoil. Oui, mais c'est pas grave, moi j'étais trop heureux. Moi j'étais trop heureux. Et en fait, confusément, pour moi, James Cameron, au début, dans ma vie, je savais pas encore bien qui c'était, il avait fait qu'un film pour moi, mais c'était une sorte de Ray Harryhausen de métal, quoi. Et donc, voilà, moi c'était ça mon premier... Ce qui est une référence assumée pour lui, hein, d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est une question qu'on lui a posée déjà, et oui, évidemment, il y a une filiation directe entre le squelette de Harryhausen et l'endosquelette de Terminator. Mais voilà, en tout cas, là, en voyant ce dessin vraiment qui ne peut pas tromper, parce que c'est un dessin d'enfance et de quelqu'un qui est fasciné, passionné par un film, j'ai fait ce lien enfin pour de vrai dans ma tête. Et sinon, oui, effectivement, toutes ces recherches de dessin pour tous ces films et aussi sur les films qui n'existent pas ou qui ont fait des projets avortés. Bon, on est devant Xenogenesis en l'occurrence. Ouais. Mais ça aussi, c'est trop marrant parce qu'il y a ce côté où on retrouve des idées piochées à droite à gauche dans des projets ultérieurs. Quoi. Ce caractère obsessionnel, en fait. L'un des buts en fait, de Kim Butts, qui est la commissaire de l'exposition, c'était de nous faire rentrer dans la cervelle, en fait, dans le cerveau, dans le cerveau en fait, de James Cameron. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose de ça, en fait, qui subsiste dans l'exposition pour l'instant. Yann, j'avais une question à te poser, parce qu'on t'a... Enfin, moi, je t'ai pas mal entendu parler en fait, au moment d'Avatar, ce qui semble logique, on pourra peut-être y revenir. Surtout que tu as un lien, enfin, tu as failli travailler en fait, sur Avatar via MacGuff, quoi, sur une séquence qui a été coupée au final. Mais quel est ton rapport avec le reste de la filmographie en fait, de Cameron? Parce que ça, je t'ai entendu moins parler en fait, de son cinéma, et pourtant, enfin, j'imagine que tu étais aspirant cinéaste quand lui, il a émergé à peu près au même moment. Enfin, c'est quand même quelqu'un complètement de ta génération aussi. Une génération d'écart. Oui, bien sûr, il est plus âgé que toi, évidemment. Mais donc moi, il était vraiment avant que je fasse du cinéma, je voyais les films. C'est ça que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, oui. Ouais. Et non, ce que je voyais, ce que tu dis, c'est vrai on retrouve dans l'imaginaire les choses qui ont aussi construit notre désir de faire du cinéma ou de voyager dans le fantastique. Mais moi, je crois que le premier film que j'ai vu de Cameron, c'est Terminator, bien sûr, au cinéma. Okay. À partir de là, ça a été un choc. Et le gros choc a été le Terminator 2, Aliens aussi, j'avais beaucoup apprécié. Et j'étais pas encore en train de faire, je ne connais pas les années, mais j'étais vraiment pas encore en train d'avoir décidé de faire du cinéma, je voulais plus être dessinateur. D'accord, ça c'est intéressant, parce que lui aussi à un moment de sa vie en fait. Voilà, donc j'étais là et c'est pas le film qui moi m'a fait basculer, me dire non c'est le cinéma, c'est Brasil de Terry Gilliam. Quand j'ai vu en salle, j'étais aux Arts Déco, j'ai dit bon j'arrête, je passe à ça, c'est plus intéressant pour raconter des histoires. Mais donc oui, j'ai suivi en fait, et j'allais le voir ces films parce qu'à la fois c'est de la SF, c'est des histoires fortes, et il y a un truc de technologie. Je crois que j'ai un lien plus particulier que Terminator à Abyss. Abyss, j'ai beaucoup aimé Abyss. Ce rapport à la technologie, c'est-à-dire que toi, en tant que cinéaste, c'est quelqu'un dont tu peux apprendre ou t'inspirer, c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc chez Cameron dans sa maîtrise en fait, de la technologie, sa faculté de mélanger plein de trucs. Tu as depuis le début en fait, fait des films extrêmement ambitieux en fait, technologiquement parlant, et c'est aussi un art en fait, c'est un artisanat en fait. Il faut savoir en fait appréhender tout ça, quoi. Et peut-être que justement lui, sa façon d'appréhender tout ça, t'as peut-être aidé, j'en sais rien. Oui, puis de toute façon, ça te donne une direction, parce que lui, c'est quand même, il y en a deux dans l'histoire, il y en a quand même deux pour la prise de vue réelle qui ont vraiment fait bouger les lignes. Ça a été, comme metteur en scène, ça a été Lucas, avec tout ce qu'il a inventé, qui nous sert aujourd'hui, que ce soit la vide ou l'image synthèse, en fait, d'être à la source de tout ça. La caméra pilotée par ordinateur. Voilà, et Cameron, comme il a commencé à avoir de plus en plus de succès et de moyens, comme il a créé les outils pour faire ses films, c'est quand même... Pour moi, c'est quelque chose dont
je suis admiratif. Moi, je suis plus quelqu'un qui doit regarder dans le catalogue des choses disponibles et d'essayer de bricoler. Et lui, il va créer des systèmes, quand on voit dans tout ce qu'il a fait par rapport à Avatar. Il va se donner les moyens, parce qu'il peut, mais c'est l'anti-feignant, en fait. C'est plus il a du succès, plus il va prendre de risques, en fait. Et en même temps, il y a cet art de la débrouillardise, en fait, chez Cameron, qui est fascinante, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui continue à utiliser de la rétroprojection à une époque où personne n'en utilisait, puis avec des résultats qui étaient fascinants, notamment sur Aliens, etc. Et donc toi, Jérémy, aussi, c'est quelqu'un qui a compté, ne serait-ce que pour ton rapport à la SF. Oui, bien sûr. Et lui-même, c'est un profil de réalisateur, je ne le savais pas tout de suite quand je commençais à connaître son cinéma et celui d'autres réalisateurs que j'admire. Qui fait partie de ces gens qui sont des techniciens aussi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement des auteurs, il l'est, en plus il écrit ses propres scénarios, etc. Mais oui, c'est ça, il y a une forme d'artisanat, comme tu le disais, même si c'est un artisanat à millions de dollars, mais quoi qu'il en soit, il a une conscience technique de comment fabriquer les choses et de pouvoir discuter comme ça avec toutes ses équipes à, disons, à un niveau d'égalité, en tout cas... de pas... comment dire, moi, j'aime un peu moins les réalisateurs ou les réalisatrices qui sont un peu plus dans le monde des idées, un peu éthérés, et qui sont là juste pour donner la bonne parole, et après, démerdez-vous, après moi le déluge. En plus, venant de l'animation, moi, c'est vraiment aussi quelque chose que je vis tous les jours. Et donc, je pense que ce genre de réalisateur-là, et James Cameron en est un des pinacles, oui, c'est quelque chose qui, moi, me parle. Le côté artisan extrême, quoi, c'est-à-dire avec un savoir-faire monumental. Oui, quoi. avec cette envie, comme tu le disais, en plus venir avec ses propres outils, d'en inventer, mais aussi d'utiliser les autres. C'est-à-dire, nous, effectivement, on est plus dans une configuration à utiliser le catalogue des outils disponibles, quoi. Lui, il en ajoute, mais il ne se refuse pas d'utiliser, effectivement, les anciennes idées, etc., quoi, les anciennes techniques. Mais il y a un truc qui se voit dans l'expo, je trouve, et tu le vois là, tu vois, c'est cette idée d'aimer la technologie, mais déjà dans la fantaisie. C'est-à-dire qu'il aime la technologie en soi, dans la science-fiction, les machines, l'extension humaine, la robotique. Et donc, il a cette passion pour la technologie. Et c'est logique qu'il se passionne pour aller dans la technologie du cinéma. Enfin, tout ça est cohérent, en fait. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est juste la passion... Qui le guide à la fois dans ce qu'il met dans son image, mais parce que, voilà, je crois que c'est quelqu'un qui est passionné, puis il a créé, c'est l'homme qui est descendu le plus profond, dans son bathyscaphe qu'il a créé, donc il le fait dans le monde réel aussi, c'est de la techno. C'est aussi un explorateur, c'est ça, en fait, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, à votre niveau, pour moi, en tout cas, tous les deux, en fait, vous avez aussi repoussé les limites d'une industrie cinématographique qui est française, quoi, et qui est quand même plutôt étriquée, quoi. Et il faut se battre, en fait, là-dessus. Vous êtes au premier chef, en fait, pour pouvoir en témoigner, quoi. Je voudrais qu'on revienne un peu sur Avatar, quand même, Yann, parce que donc il y a eu ce... Enfin, peut-être... Enfin, vas-y, si tu veux bien en parler, quoi. Parce que donc, vous aviez... l'équipe de Cameron, alors je ne sais pas si c'est Cameron lui-même, mais avait contacté en tout cas MacGuff, parce qu'ils avaient vu Blueberry, et il y avait cette séquence, en fait, où le personnage de Jack Sully... dans sa progression en fait chez le peuple indigène prend des plantes en fait et a une expérience je ne sais pas comment la définir, je ne suis pas un spécialiste, mais presque quasiment extracorporelle, un truc comme ça, quoi. En fait c'était plutôt je savais moi que James Cameron faisait ce film, et quelqu'un m'avait proposé de lire le traitement qui traînait, qui était resté dans des caches sur le web, et j'ai refusé. Puis quand on m'a dit le sujet, je voulais découvrir le film, tu vois, juste bien sûr. Quand j'ai vu le sujet, je me suis dit c'est assez dingue, ça me parle vraiment, donc j'attends ce film parce qu'il parle de la relation du monde indigène et de la nature et de notre civilisation, et à travers ce film de science-fiction. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil quand j'étais à Lima, parce que j'étais allé voir un peu je partais dans la jungle, et j'ai reçu un coup de fil des gens de MacGuff qui disaient que c'était John Landau, qui les avait appelés parce qu'ils avaient vu avec Cameron Blueberry, et qui voulaient faire une séquence comme ça de vision. Et si tu regardes le Blu-ray collector, tu vois cette séquence.
qui est très prometteuse. Moi, je suis dégoûté qu'il ne l'ait pas gardée. Et qui a quand même des liens aussi avec les séquences de vision de Blueberry, ces sortes de cathédrales qu'on a fait. Donc, effectivement, ce que j'ai trouvé fascinant dans Avatar en le découvrant, c'est que ça m'a moins parlé d'un point de vue énergétique et spirituel quand j'ai vu ces deux cinéastes, quand j'ai vu en IMAX la première fois en 3D. Je me suis dit, c'est ultime. Et le sujet résonnait pour moi. Et après, petit à petit, en analysant le film, tu découvres que ça parle aussi, parce que ça parle aussi du monde indigène vraiment, et du monde des plantes aussi. C'est encodé dans le film. Hein, et j'ai découvert ça après. J'ai fait... Ce qui est intéressant, parce que c'est une lecture qu'on a peu entendue en fait au moment de la sortie. C'est-à-dire que tout le monde s'arrêtait sur la surface, sur le côté juste, c'est écolo, quoi, en gros. Alors c'est beaucoup plus profond que ça. C'est ce que tu as rapporté, toi, en fait. Moi, d'ailleurs, j'ai fait des tas d'émissions pour parler d'Avatar au moment de sa sortie. Moi, je sortais Chanel Stravinsky, qui était balayé par Avatar. Tu vois, mais j'étais tellement heureux de encore une fois, j'encourage les gens à voir ton film. C'est quand même génial, quand même. Mais ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'en fait, en découvrant 1 an et demi plus tard les scènes coupées dans le Blu-ray collector, tu vois, ça, bien sûr, je prenais les éditions et je regardais. Il y avait des encodages directs par rapport aux plantes, tu vois. Tu avais comment il s'appelle là, le scarifié, le colonel. Rich. Voilà. Qui dit dans les scènes coupées, il rentre avec, il dit, vous avez un badge, the Death Metal Ticket. DMT, c'est le badge militaire, tu vois. DMT, c'est le diméthyltryptamine, c'est la molécule qui est dans l'ayahuasca. Il le disait dans une version du film. Donc il a encodé à différents... Il y en a d'autres, tu vois. Et il y avait la scène des visions où il prenait 2 éléments, je crois qu'il buvait quelque chose, il se faisait piquer par une bestiole. C'est ça. Et dans le principe actif de l'ayahuasca, tu as ces 2 éléments, une liane et des feuilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc il avait encodé l'idée que c'était ça, c'était relié à ça. Tu vois, ces expériences à lui qu'il a dû faire avec les plantes. Et voilà, et donc, ce qui était une vraie leçon, en fait, dans le film, je trouve, pour moi, c'est moi, j'ai pris une leçon d'humilité. J'ai dit, en fait, moi, j'ai essayé de faire un film qui traite aussi du même sujet, mais j'ai essayé d'être presque comme un documentaire quand tu rentres dans la partie visionnaire dans Blueberry. Lui, il a eu l'idée, c'est-à-dire, il a fait tout le film dans l'espace visionnaire. Tu vois? Et l'espace visionnaire, c'est l'espace dans lequel tu rentres, alors, comme au cinéma, parfois pour le pire comme le meilleur avec les plantes, mais que tu rentres, c'est le même espace avec lequel tu rentres avec ton imagination. Tu vois, c'est-à-dire d'un coup, c'est ton imagination ou tes rêves. Et donc, quand MacGuff m'a contacté, parce qu'ils ont dit on le fait, on veut bien le faire, mais pas sans Yann, moi je me suis dit, mince, si moi-même, juste le fait que Blueberry, à l'époque, ait pu faire que cette métabolisation des visions permette de refaire des séquences de vision dans un film qui va être aussi gros qu'Avatar, c'est formidable pour le monde indigène et les plantes. Donc, à la fin, ils ont enlevé la séquence et on n'a pas travaillé dessus et je ne les ai pas rencontrés, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, voilà, c'est forcément pour moi le film qui m'a le plus marqué de James Cameron parce qu'il représente à la fois dans le contenant les choses qui me sont le plus intimes, auxquelles je suis relié, et que technologiquement, c'est la plus grande marche franchie. Je parle dur, hein, mais voilà. T'as moins aimé le 2? Oui, je pensais que le 2... J'ai adoré les images sous-marines. C'est incroyable, incroyable. Mais j'attends le 3, le 4 et 5, j'allais tous les voir. Mais j'attends qu'ils rentrent plus dans la partie spirituelle, puisque finalement, ce qui s'est passé... Mais je pense que le film, la saga tend vers ça, hein, Yann. Je sais, tu le sens, mais tu te dis, tu armes un film à 200 millions une fois, 2 fois. Alors, la première fois, ça existe. Mais ce que je me dis, c'est que je comprends pourquoi ça a été ôté du film. Tu vois, ce qu'il a prévu, c'est-à-dire... Ça, c'est une question intéressante. Parce qu'à l'époque, les plantes psychotropes, c'est des sujets... c'est toujours compliqué, mais aujourd'hui, il y a une expo qui est branlée. Tu vois ce que je veux dire sur les visions chamaniques qui est branlée. Or que les plantes sont interdites en France. Donc, je pense que Avatar, c'était un trop gros enjeu pour que d'un coup, il y ait la moindre polémique en disant DMT, il parle de ça, c'est un film de drogués pour des drogués. Tu vois. Et c'était un danger. Je pense
qu'aujourd'hui, tu peux ne pas l'encoder directement, mais aujourd'hui, c'est déjà en train d'avancer, cette idée qu'il y a une médecine, qu'il faut faire des différences. Ça se construit dans nos sociétés. Voilà. De toute façon, vous vous retrouvez là-dessus, Cameron. Enfin, je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas exactement ce que je peux dire là-dessus, mais Cameron, c'est quelqu'un de toute façon que ça a toujours intéressé en fait, cette espèce, comme les Beatles à une époque, enfin cette espèce d'ouverture de l'esprit, essayer de s'ouvrir en fait, de se dire, je perçois pas tout, il faut que je cherche en fait une façon de percevoir mon environnement autrement, quoi. Et je pense qu'effectivement, son pinacle, ça reste le premier Avatar, ça me semble évident, quoi. Et cette idée du monde interconnecté et tout, ça doit être des choses que tu ressens. Je ne sais pas si c'est vraiment un souci pour lui de parler comme ça de spiritualité psychotropique, si on peut dire ça comme ça, dans la mesure où c'est un monde futuriste, imaginaire, virtuel, enfin... Ce qui n'était pas le cas de Blueberry, pour le coup. C'est ça, je veux dire, il peut tout à fait inventer des plantes et en faire des métaphores dans cet univers-là, ce qui me semble être quand même un peu le cas de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est, comme tu le disais, c'est enraciné dedans, enfin voilà, c'est un peu souterrain. Ouais, bien sûr, après, moi, un peu comme toi, plus on peut être dans la radicalité visuelle, de triper au cinéma, moi, plus je suis heureux. Hein. Mais effectivement, ce sera peut-être dans les épisodes à venir, on verra ça, quoi. Peut-être dans le final, à la fin, là, 3 heures juste de... Ça serait trop bien. Après avoir raconté toute l'histoire, c'est bon maintenant. Je voudrais aussi parler du rapport au dessin, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, en fait, de vous avoir tous les deux, parce que vous êtes tous les deux d'excellents dessinateurs. Cameron l'est aussi. Et il y a quelque chose, en fait, entre le cinéma et le dessin que j'aimerais qu'on explore, en fait, ensemble. Enfin, j'aimerais avoir votre réaction là-dessus. Il y a quand même cette perception, en fait, dans le cinéma où on est contraint, encore aujourd'hui, de passer par l'écrit, en fait, pour raconter quelque chose qui, au final, est principalement visuel. C'est-à-dire qu'évidemment, les autres sens sont aussi sollicités au cinéma, mais la vue, c'est peut-être le sens roi, en fait, quand on va au cinéma. Et donc, il y a ce rapport, en fait, au dessin, en fait, qui pour moi, en fait, contribue à faire de Cameron un cinéaste total. Et j'aimerais avoir votre rapport, en fait, là-dessus. En fait, à quel moment ça intervient pour vous, à quel moment c'est important. Et je sais que, justement, tu as un avis qui n'est pas forcément le mien, en fait, là-dessus. Enfin, qui n'est pas le mien. Moi, je n'ai pas à avoir d'avis. Encore une fois, je ne suis pas cinéaste. Mais en tout cas, j'ai un a priori un peu différent. Je serais plus dans le fait que, par exemple, le fait que quelqu'un comme George Miller se dise sur Fury Road, je vais pas passer par l'écrit, justement, je veux être juste visuel, donc je veux juste écrire mon film avec des dessins. Je trouve qu'il y a de ça aussi chez Cameron, en fait, où souvent, ces idées initiales sur les films partent d'un dessin premièrement et avant tout. Mais j'ai l'impression que toi, tu n'es pas tout à fait là-dedans, en fait. Ce que je comprends même, Cameron, c'est il fait un rêve et il dessine son rêve et ça devient un film. Enfin, dans la... Alors, déjà, il y a ça, non mais c'est vrai, c'est indéniable. Et puis, il y a aussi, juste pour étayer un peu ma question, enfin la mise en contexte sur laquelle je vous propose d'intervenir, en fait, il y a aussi ce truc de parfois, il n'arrive pas à communiquer avec ses équipes, et le verbe, la parole ne suffisent pas, et il a besoin en fait de revenir en fait au dessin pour pouvoir communiquer avec les gens. Je sais pas, moi c'est vrai que je dessine depuis plus longtemps que je n'écris. Je pense écrire moins bien que je ne dessine. Mais voilà, sauf que je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression moi de me perdre ou de figer une idée de film si je la dessine trop tôt. Et donc j'ai besoin de structurer d'abord ma pensée et ça passe un peu par le verbe effectivement, au moins de trouver une narration, quelque chose comme ça. Et là, je peux me lancer dans le dessin. C'est vrai que je suis dans beaucoup dans l'animation sont dans le truc inverse, c'est-à-dire ça commence par un croquis, un dessin, tout ça, puis ça donne une idée d'univers. Miyazaki, c'est quelqu'un qui écrit ses films littéralement, les storyboardant. Voilà, il storyboard, voilà, il écrit en storyboardant, il fait quelques images préparatoires, puis ensuite, allez, roule ma poule. Mais effectivement, mais lui-même le dit, il ne faut pas faire ça. Enfin, bon, après, chacun, mais il le chacun fait, sa méthode. Ça donne des films que ça donne quand même. Bien sûr, chacun sa méthode. Moi, évidemment que je ne vais pas être prescriptif, mais c'est vrai que moi, j'ai envie de considérer le film comme... ouais, c'est ça, comme un film live quasiment dans un premier temps, et de ne pas considérer sa forme, en fait, tout de suite, et de partir dans l'écriture. Alors, j'ai quand même toujours des idées, des projets visuels et de techniques derrière, mais
Voilà, je préfère, je sais pas, c'est vraiment... Et ça, c'est quand même rigolo, enfin, on en a déjà parlé ensemble, mais c'est un truc, par exemple, tu n'as jamais résolu en fait, une problématique de scénographie, par exemple, en te disant, bah, j'ai juste la croquer, en fait, ce qui se passe, encore une fois, avec Cameron, c'est-à-dire que parfois, il a des dialogues avec surtout l'équipe des effets visuels, et il les croque, il dessine, en fait, en grosso merdo, en fait, les plans, et parfois même, il se rend compte que ça fonctionnera mieux ainsi, pour concevoir son film. Oui, alors si, malgré tout, il y a quand même des choses que je résous au dessin, et notamment au storyboard, beaucoup au storyboard. Mais comme c'est vrai que c'est une étape d'écriture du coup supplémentaire pour toi, le board. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, je me rends compte que parfois je fais des allers-retours, je change le scénario au moment du storyboard parce que je me rends compte que bêtement, un personnage a une toute petite phrase alors qu'il est supposé traverser maintenant, c'était pas décidé à l'époque, une pièce qui est gigantesque. Bon, bah, ça fait qu'il y a un temps mort incroyable dans ce moment et du coup, ça me plombe la scène. Et donc, il faut soit réécrire le dialogue, soit transformer la pièce. Mais c'est plus le dialogue qui va être transformé qu'une fois que le visuel arrive, c'est quand même plus le visuel qui l'emporte que le verbe. Et donc, oui, dans ces cas-là, il y a des changements. Mais c'est vrai que j'essaye de résoudre un maximum de problèmes au storyboard, si bien que derrière, avec mes équipes, bien sûr que je fais parfois des petits croquis ou des explications comme ça par dessin, mais beaucoup de choses sont déjà dépatouillées. Tu te lâches pas au moment du dessin, en fait. C'est ça qui me fascine avec toi, Jérémy Perrin. C'est que moi, je me dis en fait que ça peut être un moment un peu de lâcher prise, et c'est aussi l'occasion d'expérimenter à bas prix, hein, même si ça te demande beaucoup d'énergie, en fait, des idées, des idées de scène, des idées de découpage, etc. Et c'est pas du tout quelque chose que tu fais, en fait. Non, pas tant que ça. Mais cela dit, ouais, mais je suis dans protestant. La rétention, quoi. non, mais cela dit, là, sur le nouveau film, je me retrouve obligé de faire des dessins sur un concept qui est très flou encore. En tout cas, disons, mes personnages, je ne sais pas encore qui c'est. On a des débuts de pistes sur nos personnages principaux, mais leur caractère n'est pas hyper défini. Et donc là, je suis quand même dans une forme d'improvisation où je fais genre, oh bah pourquoi pas, attends, je vais lui mettre une toge, et puis après, il y aura une espèce de serre-tête dorée avec des pics qui dépassent et tout. Enfin, là, je fais un peu plus n'importe quoi que d'habitude. Et je suis là genre, ouais, sympa. Enfin, je veux dire, voilà. D'habitude, je suis quand même beaucoup plus, effectivement, contrôle fric, avec il faut absolument que je connaisse tout d'abord pour ensuite commencer à daigner, dessiner et donner des traits au personnage. Là, je suis presque dans le processus inverse, et ce qui n'est pas si mal. À la limite, ça va reposer, ça sera peut-être plus du tout comme ça à la fin. Et je me dis, bon, bah oui, pourquoi pas après tout. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours eu un peu une tendance à dessiner quelque chose d'un film ou d'un projet, avait tendance à le figer dans ma tête et le graver un peu dans le marbre, ce qui ne devrait pas forcément être le cas. Et en plus, je ne suis pas non plus quelqu'un, bizarrement, qui aime... comment dire, je me paluche pas sur mes dessins, je veux dire, je peux facilement jeter les trucs, mais souvent il me reste rien de mes croquis parce que je redessine par-dessus et j'efface au fur et à mesure mes calques. Je dessine en Photoshop. Hein, oui, voilà. Bien sûr. Donc, quand on me demande, oui, t'as pas des brouillons? Bah non, ils n'existent plus, ils ont disparu dans un néant numérique. Voilà, c'est ça. Il ne reste plus que les trucs définitifs. Je reviendrai sur cette question aussi du rêve là, dont tu as parlé, mais je voulais aussi avoir ton rapport à toi, Yann, en fait. Parce que je sais que tu as travaillé avec des storyboarders, enfin, qui sont des dessinateurs de BD aussi, beaucoup notamment sur Blueberry. En fait, ils avaient énormément travaillé à une époque avec toi. Mais justement, je voudrais savoir en fait, quelle place le dessin et ta maîtrise du dessin occupent dans ton métier de cinéaste. Alors, quand tu as posé la question, tu parlais de l'importance de l'image, tu vois. Et ben moi, je dirais que je viens de... Très tôt, j'ai pensé l'inverse. Je pense que le son est plus important que l'image. D'accord. C'est intéressant parce que ça définit aussi le rapport à l'image, même si moi, je suis aussi quelqu'un de l'image. Et voilà, c'est ce que je pense. Je pense que, là, si on ouvrait la grande thématique, le son a un impact plus important que l'image, parce que tu peux fermer les yeux déjà, mais tu ne peux pas vraiment te boucher les oreilles au cinéma. Et puis, tu sais ce que tu vois. C'est comme la photo et l'odeur. Tu vois une photo, tu as un souvenir qui remonte, tu l'as identifié. Tu as une odeur qui te saisit. Le temps que ça remonte à la nature, c'est passé par tout le spectre émotionnel. Donc, tu peux jouer sur des cordes plus... manipuler plus aussi, et puis aller un peu plus profond aussi, je pense, en partie avec le son. Les voix des acteurs incluent sont dans le son.
Voilà. Ceci étant dit, maintenant sur le dessin, moi, je voulais être dessinateur. Donc, quand j'ai commencé à faire des courts-métrages, j'ai toujours tout storyboardé. Je pensais que c'était le truc qu'il fallait faire. Je savais le faire. Voilà. Doberman était très, très storyboardé, effectivement. Voilà. Et donc, je faisais mes courts-métrages, c'était pareil, tu vois. Et puis après, quand j'ai travaillé, toute la partie où j'ai fait des courts-métrages, les dizaines d'années où j'ai fait ça, je travaille de manière plutôt précise. Puis petit à petit, puis le Doberman, ça a été celui où j'avais un temps limité pour le faire. Donc, tout était storyboardé. Et puis, assez vite, dans l'énergie avec les acteurs, je me suis rendu compte que j'essayais de faire entrer mes acteurs dans des cadres. Le Doberman, c'est ça. J'ai fait, si tu veux, dans les étapes, c'est intéressant de lier le dessin à la mise en scène, en fait, hein, si tu parles de storyboard. Donc, tu fais un dessin, tu te dis, je vais faire un cadre, comme ça, avec le personnage au centre, puis il se déplace là, puis donc, tu fais 3 dessins. Tu vas répéter avec les acteurs, tu as les dialogues. Moi, je répétais beaucoup. Donc, j'étais avec ma petite caméra vidéo et je faisais avec les acteurs, on parlait des personnages, bien sûr, mais qui rentrent dans les mouvements de cadre. Puis après, assez vite, le film suivant, je me suis aperçu qu'il vaut mieux storyboarder et figer, parce qu'on parle en fait de fixer quelque chose, de figer la mise en scène uniquement des séquences, des séquences où tu as l'implication de différents départements qui vont demander une préparation complexe. Des cascades, des effets spéciaux figuration, physiques, cascade, effets visuels. Et voilà. Et le reste, si tu n'as pas tout ça, tu peux te dire ce que tu ferais, donc tu fais un storyboard. Les Blueberries, c'est ça, je fais un storyboard pour tout, pour me poser une mise en scène. Mais assez vite sur le tournage, je me suis dit, ok, il y a les outils, et j'avais beaucoup de chance sur ce film, j'avais beaucoup de moyens. Donc je pouvais avoir la technocrène comme le Steadicam. Aujourd'hui, tu comptes les jours, tu dois enrayer, tu dois trouver d'autres façons de faire pour moi. Hein. Mais, et donc, du coup, avec les acteurs et tout, tu laisses le champ aux acteurs. Et toi, tu t'adaptes aussi. Et de plus en plus, je fais ça. C'est-à-dire, comment tu jouerais la scène? Tu ne peux pas aller où tu veux. Et on voit. Tu vois, tu fabriques un cadre pour que le jeu... Et je pense qu'il faut donner du champ aux acteurs dans le cinéma et que je ne le faisais pas. J'étais voilà, un petit peu comme ça. Et puis... Et moi, les storyboards, c'est des croquis, en fait. Hein. Voilà. Et je fais pas du tout je fais un peu de design, mais j'en fais très peu. Et des dessins plus qui vont te marquer. J'en faisais pour mes courts-métrages beaucoup. Là, je préfère l'apport de l'autre. D'accord, la collaboration. Ouais, je pense que tu as des gens qui avec Stan et Vince, par exemple, c'est ce qui se passait éventuellement. Ouais, alors c'était du storyboard et des concepts, mais je dirais, si je commence à moi faire des dessins pour mon chef décorateur, il va faire les dessins. Tu vois, si je dis je sais pas, il va réfléchir de son côté avec son bagage, son savoir-faire, son talent. Il va revenir, il va dire je pense à ça. Et là, j'ai une idée. Et tu as un dialogue en fait. Et là, je dis ah oui, voilà, ou avec un chef costumier, je me dis pas je fais des dessins de. Alors moi je fais du live, donc c'est un autre rapport. Sûr. On peut avoir cette flexibilité. Mais donc pour cette raison. J'essaie de ne pas figer dans le dessin pour que les autres postes je puisse renvoyer sans arrêt les questions de manière à choisir les bonnes personnes. C'est un travail collaboratif. Tu es un chef d'orchestre, c'est pas toi qui joues, tu vois, l'instrument. Et donc, tu es juste pour monter le bon orchestre et faire en sorte de dire les bonnes choses, mais parfois pas beaucoup, attendre, voir, pour que la personne prenne en charge, ne soit pas un exécutant. Donc c'est jamais un terrain d'expérimentation, de recherche pour toi, le dessin, Yann? Pour moi, perso, aujourd'hui, quand tu cherches un film, pour le cinéma, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout. D'accord, ok. Tu vois, pas du tout. Je fais des fois, oui, je peux faire non, pas du tout, en fait. Pas du tout. Je fais des fois des croquis pour me souvenir de choses que je voudrais développer. Mais c'est des croquis presque techniques, tu vois, un monde dans un personnage parce que j'ai eu un rêve ou quelque chose. Tu vois, on va en parler justement de ça. Où tu as une information qui descend et tu la notes avec le dessin et des annotations parfois, parce que c'est aussi des choses visuelles. Mais je pense que moi, dans la création, j'ai pas mal dessiné sur le dernier film parce qu'il fallait faire un storyboard pour 1h30 de film là, parce que c'était truqué. C'est très technique, c'est très technique. Donc j'ai fait un truc très simple. Mais vraiment pour juste pouvoir dialoguer, tu vois. En soi, les croquis, c'est des petits personnages le plus simples pour que je puisse travailler vite. Voilà. Par contre,
moi, j'ai fait un album de bande dessinée et là, j'ai envie d'en refaire un. Et là, par contre, c'est le dessin qui, je sais pas, et je dessine. Et je sais pas ce qui va sortir. Je connais à peu près la thématique et je dessine. Et après, je regarde les dessins et je veux dire, je vais méditer. Moi, c'est vraiment sur les états modifiés de conscience, ma BD. Et donc, là, j'aime le travail artistique, en fait, que je n'ai pas au cinéma, parce que c'est une industrie quand même lourde. Et je trouve que dans la BD, le dessin pur comme ça, je trouve la part artistique la plus... Ou quand on écrit un livre, parce que là, on fait l'œuvre finie d'entrée du premier trait. Et je trouve que c'est des moments, artistiquement, c'est les moments les plus intéressants pour moi. C'est pas mon métier, hein. Voilà. Mais c'est pour ça que le dessin est resté pour ça. Je relance quand même, je remets une pièce en fait sur la fin notamment de Blueberry, parce que c'était quand même un moment en fait où tu partageais une expérience mentale qui t'était donc par définition extrêmement personnelle. Et il fallait que tu la communiques à toute une armada en fait d'infographistes, de techniciens, de mecs qui faisaient de la 3D et tout, pour les mettre en fait à l'image. Et à ce moment-là, en fait, quelle place est-ce que le dessin a encore occupé une place? Alors je sais que tu as beaucoup travaillé avec MacGuff, que tu travaillais quasiment sur place, si mes souvenirs sont corrects. Enfin, j'ai fait pas mal de dessins, moi, à ce moment-là. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai fait des dessins. Et puis après, mes dessins, j'avais pas le talent nécessaire pour retranscrire la télévision, mais je pouvais faire des bases, des systèmes. Je pensais plus de systèmes. Okay. Et puis après, j'ai travaillé avec des illustrateurs, dont Stéphane Levallois. D'accord. Voilà. Et lui, il est même venu au Mexique. Et puis à un moment donné, il faisait le sort de dragon qui vient pendant l'expérience. C'est Yukuruna. C'est des choses que tu peux avoir dans les visions des plantes en Amazonie. Et il avait fait un très beau dessin. Je lui avais raconté. C'est un dragon, mais il est un peu comme ça. En photo, tu vois, tu avais le travail. Il avait fait quelque chose de très beau avec les motifs qui parsèment. Puis il me dit, mais là, est-ce que c'est comme ça? Je dis, va demander au guérisseur. Et il allait, l'autre, tu dis, ah oui, c'est bien, c'est exactement ça, mais là, il faut les aiguilles. Et je me rappelle que Stéphane était parce qu'on passe dans le transpersonnel. Tu vois, c'est-à-dire, tu dis toi-même, tes visions, c'est tes images mentales à toi. Et moi, je dis non, c'est pas mes images mentales à moi. Pardon. Non, mais c'est comme l'inconscient. Non, mais c'est comme l'inconscient collectif. Si tu veux, tu regardes les gens qui ont... Tu vas avoir ces mêmes images, de la même nature, que tu as les mêmes schémas dans les mythes, de la même nature que tu as les mêmes archétypes. Tu vois, dans toutes les cultures, on va savoir que l'araignée ou la colombe ou le colibri vont représenter des énergies, des sensibilités différentes, et c'est humain. Et donc, tu rentres dans un espace de ce type, ce qui fait que c'est un peu transpersonnel. Et donc, c'était rigolo de travailler avec un dessinateur, là, pour le coup, qui amenait plus loin ton croquis. Et du coup, c'est une autre personne qui tu vois, c'est pas ton imaginaire, c'est un autre imaginaire. Donc c'était intéressant. Voilà, mais moi, j'aime le moins figé aujourd'hui. Tu vois, le dessin. Donc, j'utilise... Il y a bien sûr du concept design sur mes films, mais c'est pour vous deux, le dessin, en fait, c'est comme si c'était une façon de concrétiser déjà la vision que vous aviez, que vous êtes en train de mettre à l'épreuve avec vos collaborateurs, avec la façon dont le film va se dérouler, etc. Quoi, en fait. Ouais, c'est-à-dire aussi, je reviens sur des trucs un peu plus terre à terre, mais c'est que moi, je sais que j'ai des budgets qui sont, disons, supérieurs au cinéma français en prise de vue réelle généralement, mais qui sont des budgets finalement faibles pour l'animation. Et ça fait que quand je fais des recherches de dessin sur un film, je me pose sans arrêt la question de la faisabilité de ce que je suis en train de dessiner. Et donc il y a quand même, j'ai forcément un petit angle technique sur combien de niveaux d'ombre je mets sur un personnage, de reflets de lumière, de choses comme ça. Et je suis déjà en train de penser à la fabrication d'un personnage, combien ça va faire de calques dans After Effects à la fin, machin. Enfin, voilà, je pense déjà à tout ça et à quel point je vais avoir la flemme de faire ça ou pas, quoi. Et à quel point je vais être un tortionnaire d'imposer ça à mes équipes derrière, quoi. Donc voilà, il y a des trucs où il y a de la culpabilité qui rentre énormément, voilà, c'est ça. non, mais voilà, mais du coup, ma dose de réflexion, elle est sur le courage que j'aurai ou pas à concevoir un personnage ou un décor compliqué, enfin à quel point, jusqu'où je vais, quoi. Si je me dis, ah non, mais ça va être insupportable, donc si moi, j'ose pas le faire, les autres, ils vont tous vouloir me tuer, donc voilà.
Il y a aussi un truc dans toute l'expo, mais tu as commencé à en parler, Jérémy, mais toi aussi, tu as commencé à l'évoquer, Yann, qui est sur la naissance des idées. Ça, c'est un truc dont Cameron nous a parlé assez copieusement dans les interviews qu'on a faites avec lui. Et donc, lui, où il compare en fait son esprit en fait, à la façon dont se comportent les IA génératives aujourd'hui. C'est-à-dire, il a cette sensation en fait, d'engranger des informations, et que la nuit, en fait, son cerveau fait tout seul des espèces de prompts qui génèrent en fait des images, des vidéos, etc. Et donc le dessin aussi là-dessus, en fait, sur cette idée de retranscrire immédiatement en fait une idée qu'il a eue pendant la nuit, pendant un rêve particulier ou pendant une rêverie diurne, quoi, même. Donc je voudrais savoir aussi ce qu'il en est en fait là-dessus, parce que tu as commencé à en parler un tout petit peu, toi, Yann, notamment en fait sur ce truc de parfois j'ai une idée, je croque en fait cette idée très rapidement, et sur est-ce que tu as une réflexion là-dessus, est-ce que tu as des récurrences en fait sur la façon dont tu es... Moi j'ai des méthodes effectivement de travail qui pour accéder à des espaces de l'imaginaire, ou en tout cas ramener des informations. Parce que je pense pas tout à fait qu'on est comme des IA génératives et qu'on traite toutes nos données de la journée. Je pense que c'est une métaphore, hein, oui, donc, comme toutes les métaphores, il y a des raccourcis. Oui, mais c'est une chouette métaphore. Mais je pense que, disons, dans le process, on a ça, c'est-à-dire qu'on va storer l'influence qu'on a, on va prendre en nous l'influence des événements de notre vie, de notre journée, et tout ça. Et puis, on va passer dans un état où on va toucher d'autres dimensions qui vont venir un petit peu naviguer entre nous, et tout ça va se mélanger. Ces mondes dont je parlais, qu'on nous on appelle l'inconscient collectif ou les archétypes, hein, voilà, les Indiens parlent du monde des esprits, tout ça se lutine. Et donc, après, quand on vit des choses qu'on oublie, hein, parce qu'on a une double vie dans les rêves, ça a été le sujet de nombreux films. Mais donc moi, ce que j'essaie, c'est de trouver des outils qui vont m'aider à aller explorer des moments notamment dans un film, si je vais faire le film et pourquoi je vais le faire. C'est parfois, je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire dans un projet, de l'explorer. Et donc les états modifiés de conscience sont utiles pour ça, mais ne serait-ce que de la méditation, un yoga dirigé. Moi, j'ai des films que j'ai faits, c'était en faisant du yoga pendant 1h30, et au bout d'un moment donné, j'avais une problématique entre un sujet qui me passionnait et mon métier. Et d'un coup, pendant le truc, mais non, fais un film. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Donc, tu vois, je pense que tout ce qui va nous décaler d'un mental trop actif et qui va mettre le corps en résonance, tu vois, va te permettre de toucher des choses. Donc, moi, c'est à la méditation, la respiration, des techniques de respiration où à un moment donné, tu te mets dans un espace méditatif. Et si tu as mis une intention au départ, voilà, tu orientes en fait. Oui, tu orientes et le truc vient après. Et puis il y a les lampes. Moi, j'utilise pas mal la Roxiva. C'est une lampe à fréquence. D'accord. Qui te fait passer dans des différents états d'activation de ton cerveau, comme le sommeil profond, le sommeil intermédiaire et tout. Et tu as des programmes c'est utilisé par des athlètes aussi, pour te ressourcer, tu vois, faire une équivalent de 2 heures de sommeil en 10 minutes. Donc moi, c'est un outil que j'ai sur le tournage et qui me permet de recommencer ma journée à la mi-journée, quoi. En faisant un quart d'heure de cette lampe, les yeux fermés, tu vois, c'est des fréquences avec des musiques. Mais ce que je veux dire, c'est des outils. Quand je veux explorer quelque chose, je sais que, pour moi, hein, ça c'est moi personnellement, l'exploration mentale va me donner un résultat un peu mental, et j'ai besoin de mettre l'imaginaire, on essaie de danser avec l'imaginaire, je ne veux pas le contrôler. J'essaye de me souvenir et de juste orienter la danse. Voilà. Et au terme de ces explorations, le dessin peut revenir du coup, en fait, ou pas du tout encore. Absolument, parce que parfois il y a des choses qui arrivent et tu te dis, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais je vais faire un dessin. Ça s'évanouit très vite. Et il y a plein de dessins, j'ai des piles de dessins, des carnets où je regarde le dessin avec des croquis, des cercles, des trucs, et je regarde ça et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Faut faire une expo à la Cinémathèque. Tu vois. L'art de Yann Kounen. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça, c'est intéressant aussi parce que c'est un truc. Edgar Allan Poe, tu sais, il écrivait systématiquement comme ça. Il se mettait, lui, dans cet état. Il avait un terme, je l'ai oublié, en fait, mais entre le moment où tu es éveillé et le moment du sommeil, en fait. Il se mettait systématiquement dans cet état-là avant de se mettre à écrire. Donc, c'est quelque chose qui est effectivement très récurrent, quoi.
Jérémy, lui, il est sous contrôle, donc ça se passe pas comme ça. Voilà, écoutez, moi, je suis vraiment, comme l'a dit Cameron, je suis une IA, voilà. Hop, un prompt, et voilà, un dessin. Non, mais en fait, c'est vrai que Cameron, donc, il raconte qu'il a rêvé du squelette de métal dans les sortant des flammes. C'est pas le seul, hein. Avatar, c'est le cas bien aussi. Sûr, enfin, bien sûr. Bon, bref. Ouais. Voilà, mais moi, c'est vrai que mes rêves me servent pas tant que ça à alimenter, j'ai l'impression, ou alors de manière plus souterraine. J'ai l'impression d'être plus proche de l'anecdote de Hitchcock qui se réveille avec la meilleure idée de film, il l'écrit sur un post-it, il se rendort et le lendemain, il y regarde et il fait genre « un homme rencontre une femme », ouais, super. Voilà, mais j'ai plus l'impression que mes rêves, mes idées, mes épiphanies sont des trucs un petit peu soit incompréhensibles, voilà, c'est ça, soit ça va être des trucs géométriques, où genre oui, bon, je sais plus le déchiffrer le lendemain, soit des trucs basiques. Et non, moi c'est vrai que je suis peut-être plus dans quand même de trouver en dessinant ou alors vraiment en faisant rien à voir, genre sous ma douche, aux toilettes, enfin voilà, les trucs vraiment de la banalité du quotidien où d'un seul coup, va savoir où était mon esprit à ce moment-là. Il y a un déclic qui se fait, effectivement. Plein de toutes les expériences qu'on a. Mais tu cherches jamais à le déclencher, contrairement à ce que... Si, je cherche quand même, c'est vrai, mais j'ai l'impression que... Alors c'est peut-être le narratif que je me donne après coup, mais j'ai l'impression que mes meilleures idées viennent pas quand je les cherche vraiment, quoi. Et qu'elles se manifestent. À un moment donné, il y a un stimuli, ou je sais, bref, je sais plus. Je parle français. Mais, bref, que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, qui d'un seul coup va voilà, faire une espèce d'effet cascade dans mon cerveau. Mais ouais. Et après, je sais pas, il y a un truc quand même que je voulais revenir un tout petit peu en arrière, pardon. Oui, mais quand on parlait du dessin et tout ça, c'est vrai que de la recherche par le dessin, quand même, il y a un truc qui est différent entre l'animation, je pense, et le rapport que Cameron a avec ses films, et je pense toi aussi, c'est que comme vous faites de la prise de vue réelle, le dessin est encore un intermédiaire entre la pensée et le résultat final, dont on sait que l'image sera forcément différente. Je pense que le dessin, l'illustration, comme le fait Cameron, en plus, il est dans un format d'illustration. Il n'est pas vraiment dans un format scope ou quoi. Ce qui, moi, souvent, quand je me mets à faire des dessins, c'est plutôt déjà en pensant à des faux screenshots. T'es déjà de 35, voilà, c'est quoi. Ça, exactement. Ce que je ne fais pas en ce moment, d'ailleurs. Justement, je me suis, sans doute, peut-être, en me faisant la réflexion, en venant à l'exposition aussi, c'est que cette fois-ci, là, dans les dessins que je suis en train de faire, je les fais format vertical, vraiment pour me dire, genre, non, comme ça, je mets déjà une distance, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ces dessins qu'il fait sont une machine à fantasmes pour le lancement du film, du projet potentiel que ça peut être. Et je ne pense pas que, quand on voit les images de Xenogenesis qui nous entourent, il soit déjà en train de se dire « Ah, ça, je vais le faire comme ça, ça va être tel truc ». Bien sûr qu'il doit y penser, mais je veux dire, il y a quand même des choses qui me semblent compliquées à fabriquer, même à son époque, parce que ça, c'est un projet des années oui, bien sûr. 80, et tu as raison, 70. et c'est un truc, même après, il l'a dit, si j'avais eu les moyens, en fait, de monter Xenogenesis, à cette époque-là, ça aurait été très, très compliqué. Quoi. C'est ça, je pense. Mais c'est pas grave. Enfin, je pense qu'il doit y réfléchir, mais se dire, allez, c'est pas grave, je me fais plaisir. C'est ça, bien sûr, oui. Voilà. Il faut lâcher prise, en fait, au bout d'un moment. Et c'est vrai que, bon, le rapport au dessin que j'ai dans la réflexion d'un univers ou d'un film et pour un dessin animé est un petit peu plus, je trouve, compliqué parce que je fais un dessin et je sais qu'à la fin, ça sera toujours un dessin. Voilà. Et donc, il n'y a pas cette transition qui permet de... Quand bien même ce dessin va être réapproprié par d'autres animateurs, d'autres artistes éventuellement. Mais aussi, comme je le disais, je sais qu'il faut que je pense à eux et à elles et de se dire, il ne faut pas que ça soit trop compliqué et il faut aussi que je sache, est-ce que c'est un dessin qui sera malléable, voilà, exactement. Ouais, malléable. Tu voulais rebondir sur quelque chose, non, Yann, je pense qu'il est... Tu as tout à fait raison. Je parlais de ces méthodes, mais la meilleure méthode, c'est d'accepter que l'inspiration vient à un certain moment et qu'elle ne vient pas à l'autre. Et c'est vachement difficile quand tu commences à faire ce métier. À un moment, tu as des questions, il faut avoir les réponses. Tu as un film, tu avances, il faut avoir les réponses. Hein. Et puis en plus, dans l'anime, je pense que c'est encore multiplié. Enfin, bon, voilà. Et en fait, accepter que le signal de l'inspiration soit flat,
et que tu l'acceptes, au lieu de te dire, bon, non, mais il faut que, vite, je vais me mettre sous ma lampe. Non, c'est flat, et tu l'acceptes. Et moi, ça fait un moment où je me dis, c'est le choix d'un film même. Tu lis un scénario, tu trouves les idées super, mais est-ce que le matin, tu vibres, est-ce que tu as envie? Est-ce que... Il y a un truc, tu dis, oula, ça c'est compliqué, puis le matin, tu as déjà ton cerveau qui se met à avoir des solutions. Tu penses qu'à ça. Donc, l'intuition et l'inspiration, et accepter qu'on n'en ait pas. Et moi, j'ai remarqué ces dernières années que j'ai une deadline pour rendre quelque chose d'important, et j'arrive pas, je suis calme. Et puis, un matin, tu te lèves et tu dis, voilà, j'ai le truc. Et tu le rends 2 jours après. J'ai l'impression qu'en toi, il y a quelque chose qui travaille, qui sait qu'il y a une date de rendu, qui sait qu'il y a des choses. Et tu dois accepter le jeu. Voilà. Le rythme de ton esprit. Ouais, comme tu vas aux toilettes, sous la douche. C'est vraiment à l'expérience quand même que tu te rends compte que finalement tu es en train de travailler en tâche de fond, si on veut continuer une espèce de métaphore d'homme-machine comme le fait Cameron avec les IA. Mais voilà, il y a quand même un truc qui travaille au fond, je pense, et il faut essayer de se faire confiance là-dessus. Oui, et puis surtout, il ne faut pas croire non plus que Cameron est sous le contrôle, c'est-à-dire sous contrôle absolu. C'est-à-dire que la méthodologie de travail qu'il a faite avec la performance capture, notamment sur Avatar, le 1 et le 2, en fait, c'est aussi une façon pour lui d'acquérir une certaine forme de liberté et dans la direction des comédiens, parce que les comédiens sont finalement très libres en fait quand ils jouent en mocap, quoi, et aussi lui avec sa caméra, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille après, qui recherche ses plans en permanence et qui les affine, etc. Donc c'est aussi quelqu'un qui s'est ouvert des portes en fait pour justement avoir ce lâcher prise que vous évoquez tous les deux. Parce que justement sur Avatar, je me souviens plus bien, il cadre pendant que les acteurs jouent, ou vraiment c'est comme Zemeckis, il se dit je vais faire ça après. Il fait ça après. D'accord, Zemeckis l'a fait juste. On part sur autre chose, mais en fait Zemeckis il l'a fait juste sur Scrooge parce que c'était à la demande de Jim Carrey. Mais sinon, il ne le fait pas, en fait. Il le fait juste pour chercher de temps en temps les angles. Et puis parce que les comédiens, ils n'ont pas besoin parfois d'avoir apparemment ce dialogue avec la caméra. Et Cameron, non, il cherche en fait des trucs. Les caméras en fait, qui sont sur le plateau de mocap, c'est juste pour avoir des référents, notamment sur le visage, si la captation n'a pas été optimale et s'ils en ont besoin. Mais c'est pas à ce moment-là en fait qu'il cadre. Il cadre ultérieurement. Et c'est justement aussi un outil qui lui a permis d'être un des monteurs principaux de ses films, un des cadreurs principaux de ses films. Sur Avatar, le premier, je me souviens qu'en tout cas, c'est lui qui me l'avait dit, c'était juste le stead en fait qu'il n'avait pas cadré, parce que le stead, enfin, c'est pas vous que je vais apprendre, mais c'est un savoir-faire qui est tout à fait particulier et spécifique, qu'il n'a pas pour le coup. Mais la grue, tout ça, enfin, c'est lui qui opérait tous ces outils, quoi. Et pour conclure, je voudrais savoir s'il y a une pièce en fait dans l'expo qui vous a particulièrement marqué, dont vous aimeriez nous parler. La question un peu piège, mais peut-être tout simplement une création en fait qui vous a spécialement frappé. Vous voulez repartir avec quoi, enfin, pour vous formuler la question autrement, on vous donne quoi? Ouais, alors, je sais pas, je réponds. Oui, vas-y. Je sais pas, alors c'est peut-être parce que je suis en train de la regarder depuis tout à l'heure, mais j'aime vraiment quand même bien l'affiche Xenogenesis avec la main, la tête qui explose en petits carrés, un peu circuit imprimé, etc. Il y a encore ce référent de l'ASF, enfin je vous ai pas lancé dessus, mais ça, c'est mon attachement à l'ASF est tellement fort aussi. Ouais. Mais sinon, il y a des projets qui me font un peu marrer, où je suis là genre, ah ouais, il y a un truc un peu de gosse et tout, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, genre Lucifer, je sais plus quoi, enfin c'est un projet de post-apo, j'ai l'impression... j'ai plus le titre, mais rien que le titre, il est déjà marrant, quoi. Il y a un truc où tu fais genre... c'est celui avec l'homme avec la valise. Ouais, c'est ça, avec une grande onde qui projette le titre en perspective, etc. C'est très de son époque, c'est très... Oui, c'est ça, mais justement, il y a un parfum comme ça qui me plaît beaucoup, très métal hurlant, etc. Complètement, bien sûr. Ouais, évidemment, le 7e voyage de Sinbad, quand même, j'en parlais plus tôt, et c'est un truc où je me dis, ouais, frangin. Il faudra que t'en parles avec lui. Ouais. Et toi, Yann, il y a quelque chose de spécifique qui t'a marqué peut-être dans l'expo? Ça peut être une pièce. Non, aussi, ce qui m'a marqué, puisque tu parlais de cette affiche, c'est qu'il y a la présence d'un Navi, déjà, une Navi blonde. Ouais. Hein, donc ça, il en parlait souvent, le fait que ce soit très lointain dans son inspiration. Une image particulière, pas vraiment. Moi, c'est plutôt ce flot de quantité et ces images, c'est plutôt les images de l'enfance. Voilà, et ce côté, c'est tellement beau de voir une vie entière avec un rêve tenu, tendu, avec des enjeux dans la matière immenses,
avec des pressions sur des forces très complexes qui sont celles de l'argent, voilà. C'est vrai. Et comme ça, avoir un enfant qui a un rêve et qui pousse, donc ça c'est toujours une belle histoire humaine, c'est comme un conte heureux. Et puis si, moi c'est le Léonard de Vinci robotique, hein, puisque c'est celui que j'ai pris en photo d'ailleurs, je vais me dire ça, tiens, ça je vais le mettre, je vais le partager. Qui est un dessin qu'il a fait pour Terminator, je pense, au moment de Terminator, ou dans l'inspiration. C'est un truc qui était avant Terminator. Voilà, ou dans l'inspiration, quand on dit tu fais un dessin, et ça lui inspire Terminator, et ça résume tellement aussi bien le film. C'est vrai, c'est vrai. Côté, donc celui-là m'a marqué, ouais. Si, il y en a un autre, pardon, je repense, c'est un croquis du Terminator avec un AK-47 ou quelque chose comme ça. Et il y a une note qui dit « faut acheter des bières » ou je sais pas par-dessus, ça, je trouve ça génial. Il y a vraiment un retour à la réalité où genre le pragmatisme de faire des films, c'est aussi boire des bières. Il y a ce logo aussi de Lightstorm, en fait, où il a oublié le R, je crois. Et il dit « oui, mais bon, je dessine ça à 4h du mat. » C'est marrant, en fait, de voir l'humain, en fait, qui rejaillit, en fait, à travers... Effectivement, comme tu le disais, en fait, ces films, c'est des machineries absolument monumentales, quoi. Et en fait, le ramener, en fait, au dessin, de faire sortir, en fait, ce côté extrêmement humain et très personnel, en fait, du cinéma de Cameron. Et ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement émouvant. Et de voir l'affiliation avec l'enfance aussi est formidable. Merci énormément, messieurs. Merci Yann, merci Jérémy pour cette discussion. C'était passionnant. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés non plus. Et je vous invite donc à venir voir ou revoir l'exposition de James Cameron avant qu'elle s'évanouisse et qu'elle parte parcourir le monde. Merci d'être venu, merci de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés, et puis à très bientôt sur Capture. Ting mi kyunai werte manama sanok.